Bonjour à tous. Alors, on le verra, la question du financement d'un actif immobilier par les époux séparés de biens a donné lieu à une jurisprudence très dense. La question est d'autant plus sensible qu'elle se pose généralement à l'occasion de leur divorce, alors qu'ils sont moins enclins à se consentir des largesses. Nous savons qu'en matière immobilière, c'est l'acte d'acquisition qui fait la propriété du bien. Que faire alors quand la réalité du financement diffère des déclarations portées à l'acte? L'époux qui aura contribué au-delà de sa part pourra-t-il se prévaloir d'une créance? Alors, si la question qui nous a été posée semble viser exclusivement les époux, nous verrons qu'elle se pose dans des termes similaires pour les concubins et pour les partenaires de Pacs, et qu'elle se pose tant pour les immeubles qui sont acquis ensemble par les époux que pour l'immeuble qui est acquis par l'un d'entre eux. Oui, merci Virginie et bonjour à tous. Alors effectivement, comme Virginie le disait, donc, le thème créance conjugale et acquisition immobilière en fait ne se limite pas aux créances entre époux, hein. On va évidemment parler dans ce sujet aussi bien des créances entre partenaires de Pacs que entre concubins. En ce qui concerne le terme acquisition immobilière, évidemment, également, il ne s'agit pas que de l'acquisition, mais également, parce que la jurisprudence les traite de la même manière, des travaux d'aménagement ou des travaux de construction d'un immeuble, acquis ensemble ou acquis par l'un et financé éventuellement par l'autre. Véronique Bouchard, je vais vous demander juste d'approcher le micro Oui. de votre bouche. Voilà, si vous le voulez bien, vous pouvez le coller à votre menton, comme ça il part avec vous où que vous alliez. En ce qui concerne les créances elles-mêmes, on peut avoir évidemment des créances entre deux individus, les deux individus qui forment le couple, mais on pourra également avoir des créances contre l'indivision lorsque l'immeuble a été acquis en indivision par le couple, qu'il soit marié, pacsé ou concubin. Et donc là, on a des créances qui ne sont que indirectement conjugales, mais qui sont néanmoins au cœur de notre sujet. Et enfin, en termes de précision, hein, pour les couples mariés, la jurisprudence concerne essentiellement des couples mariés sous le régime de la séparation de biens. Mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'un jour, peut-être, elle pourrait également s'étendre aux époux communs en biens à l'occasion du financement d'un immeuble propre avec des deniers communs ou au contraire, ou à l'inverse, à l'occasion du financement d'un immeuble commun avec des deniers propres. On pourrait aussi envisager une extension. En ce qui concerne les partenaires de Pacs, le rare contentieux dont on dispose concerne aussi des partenaires qui sont unis sous le régime de la séparation de biens, mais il est évident qu'il pourrait y avoir des créances qui pourraient être sollicitées à l'occasion d'une acquisition indivise financée avec de l'argent personnel d'un partenaire dans le cadre du régime de l'indivision des acquets. Donc nous allons évoquer toutes les solutions jurisprudentielles, enfin toutes, la plupart des solutions jurisprudentielles rendues aussi bien en matière de créances entre époux qu'entre concubins, entre partenaires, entre indivisaires ou contre l'indivision, même si elles ne naissent pas de la même manière et qu'elles n'obéissent pas au même régime. Mais comme la jurisprudence semble les avoir soumises à la même logique éradicatrice, on va dire. On va les évoquer toutes et voir comment le notariat peut tenter soit d'accompagner les couples en espérant les dissuader de faire des comptes lors de la séparation, soit au contraire les encadrer pour correspondre au mieux à leurs prévisions, de faire ensuite, de pouvoir faire valoir des créances à l'occasion de ces acquisitions. Alors, la première question que je vais vous poser, Véronique, la dépense d'acquisition de l'immeuble relève-t-elle des charges du ménage? Alors ça, c'est effectivement une question qui est devenue essentielle, même si la question des créances conjugales ne se limite pas à cette interrogation. Il est évident qu'aujourd'hui, elle est devenue essentielle au regard de la jurisprudence initiée notamment depuis 2013. Alors pour qu'il puisse y avoir reconnaissance d'une créance, il faut d'abord que la dépense ne soit pas considérée comme une charge du mariage, ce qu'on va voir, ou alors, si elle est considérée comme telle, il faut que son mode d'acquittement ne soit pas considéré comme un mode normal d'acquittement de cette contribution aux charges. Ça, c'est ce qu'on verra dans un point
3, dans une question 3 à venir, donc, qui concerne la distinction entre apport en capital et remboursement d'un emprunt dans le cas du financement de l'acquisition d'une résidence familiale. Mais donc le premier point, effectivement, pour qu'il y ait créance, il faut que la dépense ne soit pas considérée comme une charge du mariage ou du ménage, puisque c'est une jurisprudence qui va au-delà, comme on l'a dit, du mariage. Alors, les charges du mariage, vous le savez, étaient traditionnellement considérées comme des dépenses qui relevaient du train de vie du couple, c'est-à-dire des dépenses d'entretien, des dépenses de consommation, les dépenses courantes et souvent récurrentes. Et désormais, chacun sait que la jurisprudence a élargi le périmètre des charges du mariage et y inclut des dépenses d'investissement, dès lors qu'elles sont relatives à la résidence principale du couple, à une résidence secondaire, voire même à tout immeuble à usage familial. Seul l'investissement dans un immeuble à usage non familial, par exemple dans un immeuble de rapport, un immeuble à usage locatif, semble être une dépense qui, par hypothèse, est exclue des charges du ménage et qui peut donc donner lieu à créance quand l'un a financé l'acquisition de l'autre ou la part de l'autre, sauf à démontrer éventuellement d'ailleurs que ce financement constituait une donation, voire une donation rémunératoire. Mais ça, c'est une autre question. Donc pour en revenir aux logements familiaux, à l'acquisition d'un logement à usage de la famille, chaque époux étant, par l'article 214 du Code civil, tenu d'assumer les charges du mariage à proportion de ses facultés, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu, il pourra être répliqué à celui qui se prétend créancier au titre du financement d'un logement à usage de la famille, qu'il n'a fait en fait que s'acquitter de son obligation légale. Et la même réponse peut être apportée aux partenaires de PACS, mais cette fois en s'appuyant sur l'obligation légale de s'apporter une aide matérielle et une assistance réciproque, obligation qui est prévue par l'article 515-4 du Code civil. Dès lors du moins qu'il s'agit de la résidence principale du couple, on a un arrêt en 2021 rendu à cet égard. On n'en a pas sur la résidence secondaire, mais on peut imaginer une transposition de la même manière au PACS, comme on le fait dans le cadre du mariage. Quant aux concubins, en ce qui les concerne, il n'y a aucune obligation légale de contribuer aux charges, aux dépenses de la vie courante, mais la jurisprudence a plusieurs fois considéré que le partage des dépenses qui résultait de leur pratique, la pratique qu'ils avaient adoptée entre eux, l'un ayant assumé seul l'emprunt contracté pour la résidence principale indivise, par exemple, tandis que l'autre avait pris en charge les dépenses de la vie courante, que cette pratique qu'ils avaient mis en place entre eux permettait d'induire l'existence d'une convention tacite de partage des charges de la vie courante. Et cette convention tacite, découverte par la jurisprudence, exclut quand elle est reconnue, toute demande de remboursement. Donc on a plusieurs exemples jurisprudentiels dans ce sens. Et il y a également un arrêt intéressant du 9 février 2022 qui écarte l'application de l'article 555 du Code civil et le droit à indemnisation du constructeur sur le sol d'autrui, au nom d'une obligation de contribuer aux charges du concubinage, alors même qu'effectivement, cette obligation légale n'existe pas. Donc, si l'acquisition du ou d'un logement à usage de la famille est une dépense qui résulte d'une obligation légale ou conventionnelle, entre guillemets, il ne saurait a priori y avoir lieu à créance, sauf à considérer que l'acquéreur, marié ou pacsé, qui se prétend créancier, a excédé ce qu'il devait au titre de son obligation légale. Alors, si cette tendance jurisprudentielle qui, nous l'avons vu, conduit à considérer que le financement d'un bien à usage de la famille répond
entre dans la catégorie de la contribution aux charges du mariage ou du ménage, si cette solution ne correspond pas à la volonté des époux ou des partenaires, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Eh bien, on peut leur proposer d'adopter une convention contraire. Alors d'abord, quelles sont les formes de cette convention contraire? S'agissant d'époux, la convention trouvera naturellement sa place dans un contrat de mariage ou, si le contrat de mariage a déjà été rédigé, dans un aménagement de régime matrimonial. La question s'est posée, s'agissant d'époux, de savoir si un accord pouvait être pris en dehors d'un aménagement de régime matrimonial. Et la Cour de cassation a répondu dès 1987 par la positive, en affirmant que l'engagement librement pris par un époux et accepté par l'autre en dehors du contrat de mariage pour déterminer la contribution aux charges du ménage est valable. Alors attention, il faut limiter la portée de cette réponse, parce qu'en raison de l'immutabilité des régimes matrimoniaux, il ne faudrait pas qu'un tel accord pris en dehors du formalisme de modification de régime matrimonial contrarie les stipulations du contrat de mariage. Il faut donc que cette convention qui serait prise hors aménagement de régime matrimonial n'ait qu'un caractère interprétatif du contrat de mariage. Il faut être très prudent à ce sujet. Et donc, ce que vous devez conseiller à vos clients, c'est de privilégier, s'ils sont déjà mariés, un aménagement de régime matrimonial. Et s'ils ne sont pas mariés, eh bien, les inviter à définir précisément dans leur contrat de mariage le sort qu'ils entendent donner aux questions de financement d'un immeuble à usage de la famille. S'agissant des partenaires, la convention sera naturellement prévue dans le PACS. Et s'agissant des concubins, on l'a vu avec Véronique, la jurisprudence a tendance à identifier des conventions tacites entre eux pour neutraliser les créances relatives à des acquisitions immobilières. Eh bien, si elles peuvent être tacites, elles peuvent être expresses, et il faut inviter les concubins à prendre de telles conventions. Alors eux, ils n'ont pas d'acte, il n'y a pas de contrat de concubinage, donc ils pourraient, eux, prendre ces conventions dans l'acte d'acquisition immobilière. S'agissant ensuite du contenu de cette convention. Alors, on a vu fleurir des propositions de clauses qui visaient à définir positivement les dépenses qui étaient considérées comme des charges du ménage. On a un inventaire à la Prévert des dépenses qu'ils considèrent comme relevant de cette catégorie de charges du ménage. Je pense qu'il faut éviter ce type de définition qui entraîne évidemment un risque d'oubli et privilégier une définition à contrario et exclure du champ de la contribution aux charges du ménage les dépenses d'acquisition d'un bien immobilier à usage de la famille. On s'est posé la question de ce qu'il était possible de faire en matière de convention, et en particulier la question de l'impérativité de l'article 214 du Code civil. Peut-on définir le périmètre des charges du mariage? Alors on peut d'abord relever que les charges du mariage, vous l'avez dit, n'ont pas de définition légale. Cette définition, elle a été dessinée par la jurisprudence au gré des contentieux. Et on peut également rappeler qu'en vertu de la liberté des conventions matrimoniales, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça pourrait conduire à adopter la clause suivante, alors qui ici est intégrée dans un contrat de mariage et qui précise que les parties conviennent que le financement par l'autre conjoint, au moyen d'un apport en capital de deniers personnels ou au moyen du remboursement des échéances de l'emprunt immobilier, de la part de tout immeuble acquis en indivision entre elles ou par un époux à son seul nom, ouvrira toujours droit à remboursement comme ne participant pas de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage au sens de l'article 214 du Code civil. Donc, on exclut de la notion de charge du mariage les dépenses d'acquisition.
Alors, on note cependant que la doctrine n'est pas unanime sur cette faculté d'exclure les dépenses de l'acquisition de la notion de charge du ménage. Et pour éviter toute contestation, certains suggèrent de se concentrer sur le mode d'exécution de la contribution, en prévoyant que l'exclusion n'est pas liée à l'acquisition de cet immeuble à usage du ménage, mais est liée au mode de financement de cette acquisition, en précisant que le remboursement de l'emprunt lié à cette acquisition ou l'apport en capital lié à cette acquisition ne participe pas de la contribution aux charges du mariage. Alors, si cette précaution rédactionnelle n'a pas été prise par le couple, soit au moment de leur union, soit à la faveur d'un aménagement de régime matrimonial, Véronique, on se posera la question suivante: est-ce qu'une surcontribution aux charges du ménage peut être invoquée pour faire valoir une créance? Alors, l'article 214 prévoit que, à défaut d'une clause dans le contrat organisant les modalités de la contribution, les époux doivent y contribuer à proportion de leurs facultés respectives. Et l'article 515.4, dans le cadre du PACS, prévoit la même chose en ce qui concerne l'aide matérielle que doivent s'apporter les partenaires. Donc, si un membre du couple a assumé une part des charges qui lui incombent, enfin une part des charges qui est supérieure à celle qui lui incombe, il peut donc faire valoir qu'il a surcontribué, tandis que l'autre aurait sous-contribué aux charges du couple. Et donc celui qui a surcontribué pourrait faire valoir une créance contre le second à ce titre-là. Mais le résultat de cette demande est très aléatoire pour plusieurs raisons. Alors d'abord, on peut lui rétorquer que s'il a contribué plus, c'est qu'il avait des facultés plus importantes et que donc la règle de proportionnalité est finalement respectée. Et ensuite, pour l'appréciation de cette proportionnalité, il apparaît qu'on ne peut pas s'en tenir au seul examen de l'acquisition immobilière, mais qu'on doit procéder à une estimation globale des charges et des facultés de chacun, pour savoir si effectivement il y a eu surcontribution, non pas au niveau de l'opération d'acquisition considérée isolément, mais au niveau du partage des charges considérées globalement tout au long de la vie du couple. C'est ce qui ressort de la jurisprudence déjà citée à propos des concubins, sur la pratique qu'ils avaient développée entre eux. Et j'ai relevé un arrêt qui me semble très intéressant, qui est un arrêt tout récent de la première chambre civile du 5 février 2025, qui est un arrêt de censure rendu au visage justement de l'article 214, et qui censure une cour d'appel qui avait considéré que monsieur avait une créance contre madame au motif qu'il avait financé la construction d'un immeuble, et la cour d'appel avait retenu qu'il détenait une créance parce qu'il avait contribué plus que ses facultés, qu'elle avait estimées à 1/3. Donc, pour les charges, il avait une créance pour le surplus. Il avait financé plus d'1/3, ses facultés ayant été estimées à 1/3, il avait une créance à ce titre. Et la Cour de cassation censure cette décision au motif que l'appréciation qui aurait dû être faite au niveau global et non au niveau de la seule acquisition immobilière. Et madame ayant financé la totalité des dépenses de la vie courante, la Cour de cassation nous dit que l'excès contributif de monsieur, au regard de l'acquisition de l'immeuble, ne pouvait être caractérisé au regard de ce seul financement. Il fallait prendre en considération également les dépenses de la vie courante qui avaient été en totalité prises en charge par madame, ce qui explique que dans cette hypothèse, pour faire valoir une surcontribution, il faudrait récapituler tout au long de la vie du couple tout ce qui a été acquitté au titre des charges et également au titre de l'acquisition de l'immeuble, puisqu'elle est comprise dans cette hypothèse dans les charges. Donc évidemment, ça rend les choses très compliquées et ça permet d'envisager des comptes très longs et très complexes. Par ailleurs, dans le cadre du PACS,
Autre facteur qui pourra rendre la preuve de la surcontribution délicate, c'est l'article 515-7, dernier alinéa du Code civil, qui prévoit qu'une compensation peut être invoquée entre partenaires lorsque l'un est titulaire d'une créance à l'égard de l'autre. Eh bien, l'autre partenaire peut faire valoir que, en réalité, le prétendu créancier n'a pas contribué à hauteur de ses facultés aux dépenses de la vie courante et que donc les deux créances sont susceptibles de se compenser et donc d'annuler celle qui pourrait être invoquée au titre d'une acquisition d'un immeuble, par exemple. Donc voilà un autre obstacle. Par ailleurs, autre obstacle qui peut être envisagé sur la route du créancier, c'est le fait que la surcontribution éventuelle peut avoir été acquittée dans une intention libérale, voire être considérée comme une donation rémunératoire pour indemniser le conjoint qui a sous-contribué en fait de son investissement au service du couple et des enfants, ou parce qu'il a sacrifié sa carrière professionnelle. On a eu un exemple d'ailleurs de ce raisonnement dans un arrêt du 9 février 2022. Enfin, évidemment, ce qui peut être un obstacle à la créance revendiquée sur la base d'une surcontribution, c'est bien évidemment la clause qui figure dans nombre, voire dans la quasi-totalité des contrats de mariage de séparation de biens, la fameuse clause selon laquelle la contribution aux charges est réputée avoir été fournie au jour le jour, de sorte qu'aucun compte ne sera établi à ce titre entre époux lors de la dissolution de l'union. Donc s'il n'y a pas de compte, il n'y a pas de preuve également possible d'une sur- ou d'une sous-contribution, surtout si la présomption évidemment est considérée comme irréfragable. Et dans les faits, la Cour de cassation considère généralement, effectivement, sur la base des arrêts de cour d'appel, que effectivement, même si les juges du fond ont une appréciation souveraine à ce titre, il est souvent considéré, pour ne pas dire quasi systématiquement considéré, que cette présomption a un caractère irréfragable et que donc une créance ne peut pas être revendiquée à ce titre. Mais, et la Cour de cassation, d'ailleurs, a analysé cette clause comme une clause de non-recours. Donc, peut-être que vous avez d'autres choses, d'autres solutions à nous... Et Aurélie veut nous dire quelque chose. Non, des solutions pratiques que vous allez nous présenter, Virginie. Je vous indique juste que nous sommes à la moitié du temps. Et je crois qu'il reste encore pas mal de questions. On va parler très, très vite sur la dernière moitié. Alors oui, cette clause qu'on intègre quasi systématiquement dans nos contrats de mariage de séparation de biens et qui présume que la contribution a été faite au jour le jour par les époux à proportion de leurs facultés respectives. Aujourd'hui, ce sont les juges qui vont apprécier son caractère simple ou irréfragable. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos clients au moment de la rédaction du contrat de mariage? Eh bien, ils vont avoir deux solutions. La première solution, c'est d'intégrer une présomption annoncée comme irréfragable d'acquittement au jour le jour de cette contribution aux charges. C'est posé la question, à la lumière notamment du nouvel article 1356 du Code civil, de savoir si on avait le droit de mettre en place une présomption irréfragable, puisque cet article nous dit, s'agissant des contrats sur la preuve, que ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. Alors ici, si on prévoit une présomption irréfragable d'acquittement au jour le jour de la contribution aux charges, elle est prévue au bénéfice des deux parties. Donc, la réponse est positive, on peut l'intégrer dans nos contrats de mariage. Cette solution, elle présente un avantage de taille, c'est d'éviter la reddition des comptes entre les époux s'agissant des dépenses du quotidien. L'autre option qu'on adopte très souvent dans nos contrats de mariage, qu'on a régulièrement adopté en réaction notamment à la jurisprudence récente dont vous venez de nous parler, Véronique, c'est de donner à la présomption un caractère simple. Et donc, on prévoit dans nos clauses que les époux seront, sauf preuve contraire, réputés avoir contribué au jour le jour
et à proportion de leurs facultés respectives à ces charges du mariage. On ouvre alors la possibilité pour les époux de prouver la surcontribution. Et on va revenir au compte d'apothicaire que les juges ont voulu éviter. Il faudra, pour celui qui prétend avoir surcontribué, produire les relevés de compte, les bulletins de paye, les relevés de charges diverses et les échéances d'emprunt. On rappelle à ce titre que la surcontribution va s'apprécier au regard de toutes les dépenses courantes. Donc on a une alternative entre présomption irréfragable et présomption simple, et il va falloir conseiller aux clients d'opter entre ces solutions. Je pense pour ma part qu'il faut éviter d'intégrer une présomption simple, éviter d'ouvrir la porte à une reddition des comptes entre les époux, mais que cette présomption simple qui sera intégrée dans le contrat de mariage devra être combinée avec la clause dont on parlait tout à l'heure, qui vise à exclure les dépenses d'acquisition du champ de la contribution aux charges du mariage. Et donc, seules les dépenses qui sont faites à fonds perdu, les dépenses du quotidien, ne donneront lieu à aucun compte. Troisième question, Véronique. Alors, le financement de l'immeuble a-t-il été assuré par un apport en capital ou par le remboursement d'un emprunt? Alors là, il s'agit de considérer la question de l'acquisition d'un immeuble à l'usage de la famille, qu'il soit personnel ou indivis, dans la mesure où elle est susceptible d'être considérée comme une charge du ménage dans un couple marié ou pacsé. Depuis un arrêt de différents arrêts dont vous avez les références sous les yeux, 2019 et 2023, la reconnaissance d'une créance à ce titre est en effet aussi conditionnée par le mode de financement de l'acquisition. Elle est plus envisageable si le financement a eu lieu par un apport en capital de deniers personnels, provenant par exemple de la vente d'un bien personnel ou d'une donation, que si le financement s'est fait par la prise en charge des remboursements d'un emprunt. La prise en charge périodique des remboursements se fait en effet par le prélèvement sur les revenus, comme l'acquittement de la contribution aux charges, alors qu'un paiement comptant se fait par un prélèvement sur le capital, qui n'est pas un mode d'acquittement normal de cette contribution d'entretien courant. Donc le demandeur a nettement plus de chances de succès en revendiquant une créance suite à un apport en capital. Mais attention, la Cour de cassation, dans chacun des arrêts qui ont statué sur ce point, fait référence à l'éventualité d'une convention contraire. Alors, elle ne dit pas si cette convention peut figurer dans la convention matrimoniale, mais c'est certainement possible. Et dans ce cas, les époux, les partenaires pourraient convenir qu'ils contribueraient aux charges en capital. Par exemple, parce que l'un a vendu son entreprise et n'a plus de revenus, donc il s'engage à contribuer aux charges grâce à son capital. Alors, est-ce qu'il pourrait passer une convention en ce sens en dehors du contrat ? Vous avez rappelé tout à l'heure, Virginie, qu'effectivement la jurisprudence avait admis en 1987 une convention en dehors du contrat sur les modalités de la contribution, donc on peut envisager que ce soit possible. Par ailleurs, on a vu que la jurisprudence avait tendance à découvrir de telles conventions tacites au sein des couples, notamment de concubins. Donc effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est tacite pourrait aussi être express, vraisemblablement. Alors, on constate de ce que vous nous relatez, Véronique, que la jurisprudence va exclure les financements en capital de la contribution aux charges. Pour autant, l'existence d'un apport en capital ne sera pas toujours la garantie d'une créance. Vous l'avez dit également, il pourrait être interprété comme une donation, voire comme une donation rémunératoire. Et vous nous le direz tout à l'heure également, le point 4, l'existence d'une créance implique la preuve d'un prêt. On va constater également en pratique qu'il y a certaines situations intermédiaires qui posent question. Est-ce qu'il s'agit d'un apport en capital? Est-ce qu'il s'agit du remboursement d'un prêt? C'est le cas notamment du remboursement anticipé du prêt ou du prêt relais contracté dans l'attente de la vente d'un bien personnel. Quand on rembourse par anticipation le prêt ou quand on rembourse le prêt relais au moyen du prix de vente d'un bien personnel, est-ce qu'on est dans l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage?
Eh bien, la réponse de la jurisprudence, c'est oui. Ces deux modes de financement sont considérés comme le remboursement de l'emprunt. Alors qu'on voit bien ici que l'acquittement se fait en un seul versement de deniers personnels, comme c'est le cas au moment d'un apport en capital. Donc on a une solution qui ne paraît pas cohérente avec le traitement qui est réservé au mode de paiement qui correspond à un apport en capital. Ces solutions alertent sur la nécessité pour les clients de préciser dans la clause qu'on voyait tout à l'heure les modalités de financement ouvrant droit à une créance. On passe au point 4. On passe au le point fameux. Alors, point 4, Véronique, la créance alléguée peut-elle être prouvée ? Oui, alors ça c'est une question qui est souvent négligée. Le fait que effectivement une créance entre époux séparés de biens ou entre partenaires n'a pas un caractère automatique, on va dire, comme une récompense ou comme une créance contre l'indivision. Ici, on n'a pas de texte qui nous dit qu'à partir du moment où il y a eu un mouvement de fonds entre deux patrimoines, par exemple, automatiquement il y a lieu à remboursement. Ce que prévoit par exemple l'article 815-13 qui indique qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires qu'un indivisaire a faites de ses deniers personnels. Donc si on prouve qu'effectivement il a fait une dépense à propos du bien indivis grâce à ses deniers personnels, ça lui ouvre une créance contre l'indivision. Il y a une preuve simplifiée ici, comme en matière de récompense, qui n'existe pas pour les créances entre époux qui sont une obligation qui résulte entre deux individus. Donc ici, la Cour de cassation rappelle régulièrement que la seule preuve d'une remise de fonds ou d'un transfert de valeur entre époux est insuffisante pour démontrer l'existence d'une telle créance entre eux. Et donc la charge de la preuve de l'existence d'une créance pèse sur celui qui revendique cette créance et qui donc revendique la qualification de prêt qu'il aurait consenti à l'autre pour acquérir le bien ou pour acquérir la part de l'autre dans le bien. Donc ici, le prétendu créancier peut aussi se heurter à ce problème d'absence de preuve d'un prêt qui justifierait l'obligation de rembourser de son conjoint au sens large. Et en l'absence de la preuve d'un tel prêt, qui doit être prouvé selon les modes de preuve du droit commun, donc par une preuve écrite et préconstituée. En l'absence d'une telle preuve, le créancier ne pourrait pas non plus se tourner vers l'enrichissement sans cause. La Cour de cassation l'a exclu dans un arrêt de 2024. Donc il convient évidemment de conseiller à l'époux, au partenaire ou au concubin de se ménager cette preuve. Et je pense que vous pouvez également nous proposer des solutions à cet égard. Donc la seule preuve d'un virement d'un flux financier ne suffit pas à se prévaloir d'une créance. Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos clients ? Eh bien, c'est d'intégrer dans leur contrat de mariage ou dans un aménagement de régime matrimonial une présomption de prêt. Et alors on a une petite proposition de clause, vous le voyez ici en rouge, ces flux financiers entre époux, les flux liés au financement de l'amélioration de tout immeuble ou aux acquisitions d'immeubles, seront, sauf preuve contraire, présumés être réalisés à titre onéreux. La preuve contraire pourrait notamment être un acte de donation. On passe au point 5. Le point 5, Véronique. En cas d'acquisition d'un immeuble en indivision, le créancier a-t-il une créance contre son co-indivisaire ou contre l'indivision ? Alors, en l'état actuel de la jurisprudence, il faut distinguer, en fait, pour répondre à cette question, en fonction du moment du financement, peu important d'ailleurs que les acquéreurs ici soient mariés, pacsés ou concubins, la solution sera la même. Lorsque l'un des acquéreurs a fourni des fonds à l'autre pour lui permettre d'effectuer l'apport initial qui est généralement indispensable pour obtenir un prêt, voire lorsqu'il a payé la totalité de la part de son co-acquéreur dans le cadre d'une acquisition qui serait intégralement réglée au comptant,
Dans ce cas, s'il ne s'agit pas d'une donation, évidemment, le financeur va disposer d'une créance contre celui qui a bénéficié de cette avance. Et il s'agit d'une créance entre indivisaires et non contre l'indivision, car elle est liée à l'acte d'acquisition et elle est antérieure à la naissance de cette indivision. Pendant une certaine période, la jurisprudence avait décidé le contraire, mais désormais, donc, depuis un arrêt de 2021, la solution est certaine et on a bien affaire à une créance entre indivisaires. Donc, selon le statut du couple concerné, s'ils sont mariés, ça sera une créance entre époux. S'ils sont partenaires, ça sera une créance entre partenaires. Et s'ils sont concubins, ça sera une créance entre concubins. Ce qui va emporter des différences de régime, évidemment. Alors, il faudra mettre en garde l'apporteur en capitaux et son coacquéreur dans l'acte d'acquisition pour les informer qu'à la liquidation, l'avance qui est considérée comme un prêt devra être remboursée au prêteur par le bénéficiaire. Et on pourra en profiter pour préciser les modalités d'évaluation de cette créance. Alors, à l'inverse, en ce qui concerne la prise en charge par l'un des indivisaires des remboursements de l'emprunt souscrit par l'autre pour acquérir sa part, la solution reste constante pour la jurisprudence, qui voit une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis et en déduit une créance contre l'indivision, cette fois, sur le fondement donc de l'article 815-13, créance au profit de celui qui a financé, grâce à ses deniers personnels, le remboursement de l'emprunt. Et donc cette créance figurera au passif de l'indivision lors de la liquidation si elle n'a pas été réglée avant. Je crois qu'il reste juste quelques questions, mais vous reprécisez que vous pouvez envoyer les vôtres via le QR code qu'on vous a indiqué tout à l'heure. Alors Véronique, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le régime des créances contre l'indivision ? Alors, s'il s'agit d'une créance contre l'indivision, en termes d'évaluation, il n'y aura pas de différence de traitement en fonction des couples. C'est l'article 815-13 qui s'appliquera à toutes les hypothèses. Et le texte prévoit que pour les dépenses d'amélioration dont fait partie la construction d'un immeuble, la créance contre l'indivision est égale à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, c'est-à-dire ici que la créance sera revalorisée en fonction du profit subsistant, à condition qu'un tel profit existe. Alors que pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont relève, selon la jurisprudence, la prise en charge par un indivisaire avec ses deniers personnels du remboursement de l'emprunt, comme on vient de le voir, la créance contre l'indivision sera au minimum des dépenses engagées et pourra être revalorisée en fonction du profit subsistant, puisque le texte prévoit qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elle ne les ait point améliorés. Donc la créance, dans cette hypothèse, sera de la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant. Et à cet égard, la Cour de cassation a livré des indications intéressantes pour chiffrer la dépense exposée par l'indivisaire créancier dans cette hypothèse. Lorsqu'il y a prise en charge du remboursement de l'emprunt, il faut prendre en compte, nous dit-elle, la totalité des remboursements assumés par lui, capital et intérêt compris, et non seulement prendre en compte le capital, comme lorsque la communauté a pris en charge le remboursement d'un emprunt pour acquérir un bien propre. C'est ce qui résulte d'un arrêt du 23 mai 2024. Et par ailleurs, dernière précision, la créance ainsi chiffrée pourra être corrigée par le juge pour tenir compte de l'équité, puisqu'il y a ce correctif qui est prévu par l'article 815-13. Alors, s'agissant de la méthode, après l'évaluation, ces créances peuvent être réglées sans attendre la liquidation de l'indivision, puisque le créancier est créancier de l'indivision, et l'article 815-17, premier alinéa, lui permet d'agir sans attendre l'issue de cette indivision, mais la Cour de cassation a également précisé que si le paiement n'avait pas été exigé avant la liquidation,
eh bien, ces créances entreront en compte et figureront au passif de l'indivision. C'est une solution qui a été affirmée de manière très claire et très pédagogique dans un arrêt du 22 novembre 2023. Alors tout ceci va avoir des conséquences sur la prescription. Alors s'agissant du délai, il sera le même pour tous les couples, à savoir 5 ans, le délai de droit commun, mais c'est le point de départ de ce délai qui sera variable en fonction de la forme de conjugalité, et c'est là qu'est le piège pour les concubins, puisque si pour les époux et les partenaires, la prescription est suspendue pendant la durée de l'union, et que le délai ne commence à courir en ce qui concerne les couples mariés que lorsque le divorce est devenu définitif, et pour les partenaires lorsque la rupture du pacte s'est enregistrée. En revanche, il n'y a aucune suspension du délai de prescription dans le cadre d'un concubinage, et un arrêt de la première chambre civile du 14 avril 2021 en a tiré les conséquences pour une créance qui était revendiquée par le concubin au sujet justement de la prise en charge du remboursement de l'emprunt contracté pour acquérir l'immeuble indivis. Eh bien, la prescription commence à courir à compter de chaque échéance qu'il a prise en charge pour le compte de son concubin. Donc évidemment, là, ça l'oblige à agir dans les 5 ans qui courent à compter de chaque échéance, ce qui va poser problème si effectivement la rupture n'intervient pas ou intervient au-delà du délai de 5 ans à compter de chaque échéance, ou de la première, il risque de voir sa créance prescrite. Donc moi, j'en comprends, j'entends de ce que vous me dites, Véronique, qu'il faut leur conseiller à ces concubins d'aller voir leur notaire, oui. Pour se paxer ou pour se marier, pour des raisons extrêmement romantiques qui sont de différer la prescription de leur créance. Oui, parce que sinon, il devra assigner son concubin co-indivisaire donc, dans le délai de 5 ans en cours d'union. Alors, il y a différents fondements possibles, soit sur le fondement de l'article 815.2, soit sur le fondement de l'article 815.13, où il pourra provoquer le partage de l'indivision, mais il n'est pas sûr qu'effectivement l'union y survive. Il nous reste quelques minutes pour un dernier point. Une toute dernière question, Véronique. Quel est le régime des créances entre acquéreurs ? Alors là, le régime des créances entre acquéreurs va varier en fonction du statut du couple d'acquéreurs, ce qui ne va pas simplifier les choses. Donc en termes d'évaluation de la créance, si le couple est marié, les créances entre époux vont obéir à des règles d'évaluation qui sont posées par le 3e alinéa de l'article 1469, alors par renvoi de l'article 1543. Et en résumé, donc, s'agissant d'une dépense d'acquisition ou de construction immobilière, l'avance consentie sera réévaluée en fonction du profit subsistant et en toute hypothèse, elle ne pourra pas descendre en deçà du nominal selon ce qu'a décidé la jurisprudence. Si le couple est pacsé, là, le renvoi pour l'évaluation des créances, le renvoi effectué par l'article 515.7 se fait en totalité à l'article 1469 dans ces 3 alinéas. Donc, ce qui fait que, comme en termes de récompense, le créancier pourra y gagner s'il y a un profit subsistant, mais pourra y perdre s'il y a une moins-value. Et en ce qui concerne les concubins, là, on renvoie à l'article 1895 du Code civil. Ils sont étrangers l'un à l'autre, donc il s'agit du nominal, comme pour toute autre personne. Alors, ces règles d'évaluation, elles sont supplétives. Donc, on pourrait conseiller aux époux, aux concubins ou aux partenaires de prendre une convention sur les règles d'évaluation de cette créance. Oui, on pourrait très bien décider de prévoir du profit subsistant pour tous ou du nominal pour tous ou tout autre. Ou la plus forte des deux sommes. Tout autre aménagement, c'est à voir avec les intéressés, effectivement, pour décider des règles d'évaluation. Alors reste le dernier point qui concerne la prescription. Là encore, la situation va être plus favorable pour les créanciers mariés ou pacsés, puisque là encore, ils vont bénéficier de la suspension de la prescription pendant l'union, grâce à l'article 2236. Donc, cette suspension ne leur interdit pas de demander leur remboursement pendant l'union,
mais ça sera rare. Donc, et en toute hypothèse, donc, la prescription étant suspendue, ils peuvent attendre sans dommage. En revanche, évidemment, pour les concubins créanciers, le délai commence là encore à courir du jour où l'avance est consentie et évidemment, au bout de 5 ans, si le créancier n'a pas agi, eh bien, sa créance sera prescrite. Donc on leur recommande une fois de plus de se marier ou de se paxer. Pour bénéficier de la suspension de la prescription. Pour des raisons très romantiques, une nouvelle fois. Par amour, puis pour des raisons fiscales, puis pour des raisons de prescription. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation. Je pense qu'on peut vous applaudir. Et on va passer à nos questions publiques. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées via l'application. Elles vont s'afficher ici sur l'écran. Si ça veut bien, voilà. Alors, dans le cadre d'un PACS, sous le régime de l'indivision, les copaxés peuvent-ils modifier leur contrat pour passer en séparation avec effet rétroactif à la conclusion du PACS ou à une date intermédiaire? Alors vous n'avez pas effectivement la fin puisqu'il y a le timer. Donc je pense que voilà, si jamais vous avez besoin, on voit son entièreté ici. Alors, dans le cadre d'un PACS sous le régime de l'indivision, évidemment, toute modification est envisageable puisqu'il n'y a pas ici de principe d'immutabilité. Hein, donc, les partenaires peuvent passer une convention modificative, il suffit ensuite de la faire enregistrer. Avec effet rétroactif, ça risque d'être quand même compliqué parce que s'il y a une indivision qui a été créée, elle existe, on ne peut pas l'anéantir, hein, il faudra la liquider avant de pouvoir mettre en place la séparation de biens. Mais l'indivision existe, donc dans ce cas-là, il faut nécessairement procéder à sa liquidation avant de mettre en place pour l'avenir un contrat un nouveau régime séparatiste. Oui, séparatiste. Donc non. Voilà, réponse claire, nette, précise. On peut prendre une autre question. Voilà. Pouvez-vous, s'il vous plaît, citer la pièce jointe selon laquelle remboursement anticipé... La jurisprudence selon laquelle le remboursement... Pièce jointe, oui, pardon. Alors, là qu'on voit que je ne suis pas du tout notaire. À vrai dire, c'est pas exactement ce que dit l'arrêt. L'arrêt nous dit que le remboursement anticipé peut donner naissance à une créance contre l'indivision, comme le remboursement d'un emprunt classique. Mais comme effectivement le remboursement d'un emprunt peut être considéré comme un mode d'acquittement de la contribution aux charges s'il s'agit d'un immeuble familial, on peut en déduire effectivement que, alors ça n'était pas le cas dans cet arrêt, puisque effectivement il a été reconnu une créance contre l'indivision. Je recherche la référence. 5 juillet 2023. Mais donc on peut tout à fait considérer que si l'immeuble était à usage familial, eh bien la jurisprudence considérait effectivement, puisqu'elle considère que c'est assimilable au remboursement d'un emprunt, que c'est un mode de contribution aux charges. Exactement. Donc c'est un arrêt du 5 juillet 2023, numéro 22 70 007. Et la première chambre civile a indiqué que le remboursement anticipé du prêt financé grâce à la vente d'un bien personnel devait être assimilé au remboursement de l'emprunt. Et on a vu que, avant, dans le premier exposé de Véronique, que le remboursement de l'emprunt participait à la contribution aux charges du mariage. Et la même solution a d'ailleurs été apportée par un autre arrêt du 26 janvier 2022 à propos du remboursement d'un prêt relais, hein, qui avait été remboursé grâce à la vente d'un bien personnel. Et néanmoins, donc, la Cour de cassation a considéré, a approuvé la solution selon laquelle ce remboursement d'un prêt relais grâce à des deniers personnels était assimilable au remboursement d'un emprunt, donc qu'il y avait une créance contre l'indivision, au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis. Et donc, là encore, on peut, si on considère qu'il ne s'agit pas d'un immeuble familial, considérer effectivement que c'est de la contribution, ça pourrait être de la contribution aux charges. Merci. On a le temps d'une nouvelle question.
Alors, quid si des concubins achètent ensemble 2 biens immobiliers et que ces derniers prennent de la valeur, notamment par le travail fourni par l'un des concubins pour améliorer les 2 biens et qu'il a pu acheter des matériaux également. A-t-il droit à une créance ? Alors, tout dépend déjà de savoir si l'immeuble est à usage familial ou pas. Oui, si l'immeuble est à usage familial, on pourrait rentrer dans cette notion de contribution aux charges du ménage. Alors, on prend l'hypothèse que non. On prend l'hypothèse. J'imagine qu'on prend l'hypothèse que c'est à usage familial, parce que si ça n'est pas à usage familial, on ne pourra pas. Nécessairement une créance. Oui, a priori. Sauf effectivement à considérer que s'il réclame une créance fondée sur l'enrichissement sans cause, il avait intérêt, par exemple, à participer à la construction ou à l'acquisition de cet immeuble parce qu'il comptait s'y loger. Donc, on peut considérer qu'ayant un intérêt, il ne pourrait pas non plus réclamer une indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause. On a vu déjà ça en jurisprudence, mais on a une jurisprudence qui est assez incertaine en la matière. Sinon, cette jurisprudence que l'on a évoquée, selon laquelle il doit contribuer aux charges du concubinage, a pu l'empêcher de revendiquer une créance au titre de l'article 555, la construction sur le sol d'autrui. Mais on avait de la jurisprudence en sens contraire également. Donc, il faudra leur conseiller en fait de préciser ces éléments-là au moment de l'acte d'acquisition. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il veut pouvoir revendiquer une créance, il faut le préciser au moment de l'acte d'achat, s'agissant de concubins, puisqu'ils n'ont pas de contrat d'union, par définition. On va prendre une autre question, peut-être un petit peu plus simple. Alors, je sais, mesdames, qu'il y avait 2 schémas dans votre présentation qui n'ont pas été présentés, et je pense que c'est peut-être ça qu'on peut mettre dans les écrans, parce que c'est possiblement intéressant, voilà, pour notre public, qui pourrait peut-être prendre d'ailleurs une photo. Alors d'ailleurs, il y avait une question pour savoir si vos supports seraient éventuellement mis à disposition de nos... Je crois que oui, hein. Mais il faut demander aux organisateurs. Eh ben, écoutez, si les organisateurs donnent le go, vous pourrez donc récupérer voilà, les supports. Peut-être un mot sur ce schéma ? Alors voilà, le schéma il permet d'avoir une synthèse finalement de la jurisprudence actuelle. Si on est sur une acquisition d'un immeuble à usage non familial, personnel ou individu, d'un immeuble à usage non familial. Okay. Immeuble familial et immeuble non familial. Il y a deux. L'autre, c'est l'immeuble familial. Ouais. Voilà, il y a 2 présentations. Il y a un deuxième schéma. On va se concentrer peut-être sur l'immeuble familial, puisque c'est ça qui donne lieu à une jurisprudence plus dense. Alors, si la question qui se pose, c'est celle de l'acquisition d'un immeuble à usage familial, soit l'apport a été fait comptant, un apport en capital. Et on a vu tout à l'heure, même si c'est très contestable, que le remboursement d'un prêt relais ou le remboursement anticipé d'un prêt au moyen du prix de vente d'un actif personnel, par exemple, était considéré comme le remboursement d'un emprunt. Donc, quand on est sur un paiement comptant, apport en capital, la créance est probable. D'accord ? Et on vous renvoie aux différents textes qui peuvent causer la créance, s'agissant d'époux, de partenaires ou de concubins. Si l'acquisition se fait par le remboursement d'un emprunt, la neutralisation de cette créance pourrait intervenir sur le terrain de la contribution, de l'obligation de contribuer aux charges du ménage, et on vous renvoie aux articles qui justifient cette contribution. S'agissant des époux, c'est l'article 214, pour les partenaires, c'est l'aide matérielle, et entre concubins. Convention qui serait découverte d'une convention relative au partage des dépenses de la vie courante, notamment. Alors ça, c'est la synthèse de la jurisprudence. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'il faut inciter les clients
au moment de la signature d'un contrat de mariage, d'un PACS ou pour les concubins au moment d'une acquisition immobilière, à prendre position, à affirmer leurs souhaits sur le sort de ces flux financiers entre eux. Et pour les époux, la solution serait d'intégrer dans le contrat de mariage séparatiste une clause qui viendrait exclure de la contribution aux charges du mariage les dépenses d'acquisition des immeubles financés soit par un remboursement d'emprunt, soit par un apport en capital. Et pour les autres dépenses qu'on considérerait comme les charges du mariage, des dépenses à fonds perdus, eh bien, on croit qu'il est souhaitable de laisser une présomption irréfragable d'acquittement au jour le jour pour éviter des comptes d'apothicaire. Merci Virginie Bloès pour cette synthèse voilà, de cette table ronde. Merci à toutes les deux pour votre préparation, pour cette présentation. On va vous remercier une nouvelle fois et je vais vous laisser regagner la salle.